Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cet event sur Chat GPT ou GPT ou tout ça. Merci d'être présent en nombre ce soir et en ligne aussi pour cet événement organisé par Victor Coatalem. Et justement, comment ça va se passer ce soir? Donc, vous allez avoir déjà une première présentation de c'est quoi ChatGPT. C'est pas mal pour commencer un event sur le sujet, qui sera faite par Victor, qui est DevRel chez Exalt IT aujourd'hui. Et qui enchaînera justement avec un petit peu ses perspectives en tant que justement DevRel sur ChatGPT. Ensuite, on enchaînera avec notre invité de ce soir qui est là, Tanguy Leduf, qui est lead UX chez Mega International et qui nous transmettra un peu l'impact que ChatGPT pourrait avoir justement sur l'expérience utilisateur et par conséquent les impacts sur nos métiers. Et on finira avec Guillaume Régnier qui ouvrira complètement le débat sur des sujets beaucoup plus RSE et beaucoup plus larges de l'impact d'un outil tel que celui-ci, justement sur le monde. Et là, ça sera vraiment ouvert à tous et tout le monde pourra discuter. À chaque fin de présentation, bien entendu, on n'hésitera pas à vous demander votre avis, vos questions. On se laisse du temps à chaque fois pour y répondre, pour échanger. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en direct ici, en présentiel à Paris ou en ligne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en direct, vos questions en direct. Il y a Thomas Simon, que beaucoup d'entre nous connaissent à Exalt, qui du coup fera votre porte-parole et votre voix pour ce soir. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve à la fin de la présentation de Victor et amuse-toi bien, Victor. Ok, salut tout le monde. Déjà, merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux. C'est la première présentation que j'organise ici. J'espère que ce sera le début d'un long cycle dans mon activité de DevRel, comme disait Chloé. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, pour commencer de parler de ChatGPT, va être de parler d'à quoi ça sert, pour qu'on ait tous un peu les bases et qu'on sache de quoi on parle. Et ensuite, l'idée sera un peu de vous donner ma perspective personnelle sur en fait, cet outil, à quoi ça va servir, comment ça peut s'intégrer dans nos métiers. Donc déjà dans la salle, qui c'est qui a déjà essayé ChatGPT, justement? Allez, pas tout le monde. Donc vous allez découvrir plein de choses ce soir. Le temps qu'on gère ça, dès que c'est prêt. Allez, je te rends le micro. Donc je vais commencer par me présenter, si jamais certains dans la salle ne me connaissent pas ou en ligne. Donc qui suis-je? Je m'appelle Victor Coatalem, j'ai 24 ans. Je suis diplômé de l'EPITA, je suis ingénieur en système d'information et génie logiciel. Donc c'est une formation informatique très généraliste. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la conférence que je vais vous faire ce soir, même si j'ai parlé un peu de technique, c'est pas une conférence de machine learning engineer, c'est pas une conférence orientée data science. Moi, ce que je vais vous donner, c'est plus une perspective informatique en général sur ChatGPT, GPT et les usages qu'on peut en avoir. Moi, je suis à Exalt depuis 1 an maintenant. Je suis arrivé en février dernier, où j'ai commencé en tant que développeur. J'étais développeur dans le milieu de la finance. Du coup, je travaille dans les banques d'investissement à CACIB. Et depuis novembre dernier, Julien et Marine m'ont fait confiance pour prendre ce poste de DevRel à Exalt IT. Et de ce fait, en fait, je dois organiser la communauté IT autour d'événements structurants. Et je travaille aussi globalement au framework interne. En ce moment, moi, mon sujet, c'est d'organiser toutes les formations qu'on fait à Exalt IT. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et donc pour le reste, le week-end, quand je ne suis pas occupé à coder sur des projets perso ou à courir au parc de Sceaux, vous pouvez me retrouver en train de jouer avec ce genre d'outils. Je vous laisse ces toutes formes utiles, mon GitHub et mon Bandcamp. Néanmoins, je ne suis pas venu vous parler de mes sons, je suis venu vous parler de quelque chose, je pense, de plus intéressant, qui est du coup ChatGPT. ChatGPT, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, ce soir, on va faire 2 choses. On va d'abord faire un rattrapage sur qu'est-ce que c'est et un peu, voilà, petit cours de rattrapage si jamais il y en a qui ont loupé le train. Et ensuite, on va essayer de pousser l'IA jusqu'au bout pour voir c'est quoi les leviers et les freins aujourd'hui à une adoption massive. Quand je dis massive, c'est par un public mainstream de cet outil. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui va vraiment transformer les usages qu'on a, ou bien est-ce que c'est condamné à rester un joujou pour nerds comme moi? Donc c'est ça ce qu'on va essayer de voir ce soir. Disclaimer massif, je ne vais pas aborder les considérations éthiques aujourd'hui. C'est pas que je suis un cyborg ou que je n'ai pas de cœur ou que je suis un technosolutionniste BA. C'est juste qu'en fait, pour pousser mon idée de parler de la viabilité fonctionnelle de ChatGPT, je mets de côté ces questions
sans quoi j'aurais fait une présentation de 3 heures, et en tempérant toutes mes phrases de oui mais. Donc l'idée là, c'est d'aller le plus loin possible sur le temps qui m'est imparti. Et sur ce, je pense qu'on peut y aller. Du coup, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est clair que vous en avez tous entendu parler, au moins dans les médias, parce que la presse mainstream s'en est emparée. J'aimerais lever une confusion en fait, pour commencer cette présentation. Aujourd'hui, on emploie beaucoup le mot ChatGPT pour parler de 2 choses qui n'ont en fait rien à voir. ChatGPT, d'un côté, c'est cette interface à laquelle on se connecte, qui ressemble un peu à un chatbot auquel on pose des questions et qui nous répond. Ça ressemble un peu à ça, c'est l'interface que vous avez sans doute vu passer. Mais cette interface, ce n'en est qu'une parmi d'autres. Derrière, il y a quelque chose qui se cache et c'est un modèle de langage. Un modèle de langage, c'est comme ça qu'on appelle les intelligences de réseaux neuronaux qui sont spécialisées dans le traitement du langage naturel. Et en l'occurrence, elle s'appelle GPT. Donc moi, je vais plutôt dire GPT plutôt que ChatGPT dans le suite de cette conférence, parce qu'en fait, je considère que l'interface ChatGPT n'est finalement pas si intéressante en fait par rapport à l'ensemble des manières qu'on a aujourd'hui d'interagir avec l'IA. C'est juste une manière qui est très user-friendly, qui est très agréable, et c'est, je pense, pour ça qu'on en entend autant parler maintenant, alors que GPT existe depuis 2020. Mais il y a plein d'autres manières d'y accéder. Si vous êtes un peu développeur comme moi, vous pouvez y accéder depuis l'API. Mais il y a également des plugins pour navigateur, pour logiciel. Vous pouvez la mettre dans Excel, par exemple. Et bientôt, Microsoft va l'intégrer à son moteur de recherche Bing, ce qui va en fait pousser encore plus loin l'accessibilité et le déploiement de ChatGPT. Cette interface ChatGPT, pour moi, n'a pas vraiment d'avenir comparé à toutes les nouvelles interfaces qui vont être développées et qu'on peut commencer à développer aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de parler du modèle de langage sous-jacent, le modèle de langage qui vraiment comprend l'intelligence. C'est là que la magie opère, c'est pas sur l'interface. Et du coup, à ce titre, en fait, je vais vous faire une démo, je pense qu'il sera plus parlante. Du coup, en fait, ce que j'avais prévu de faire ici, c'était de vous expliquer ce que c'est le modèle de langage GPT. Et je pense qu'une manière plus simple de le faire, c'est de le faire en lui demandant lui-même, ce qui permettra par la même occasion de vous faire une petite démo des capacités, on va dire, de ChatGPT. Donc en fait, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Je vais dire que je suis en train de préparer, de présenter GPT lors d'un after-work de ma boîte de conseil. Je vais lui demander s'il peut m'aider. Ok. En fait, du coup, moi, ce qui m'intéresse d'aborder ce soir, c'est pourquoi on entend aujourd'hui parler de GPT-3, qui est la dernière version, alors que finalement, c'est là depuis 2020, et qu'a priori, depuis 2020, à part un public très niche, on n'entendait pas plus parler que ça. Donc, je vais lui demander quelles sont les particularités par rapport aux dernières versions de GPT, pourquoi on entend tant parler de toi. Et donc là, voilà, il est parti. Donc là, vous pouvez voir qu'il est capable de générer pas mal de textes assez rapidement sur un sujet qui est a priori assez... Enfin, après, il parle de lui-même, donc il doit être assez bien renseigné. Donc là, si je monte un peu... donc il y a plusieurs choses. Plusieurs choses qui sont intéressantes. Je vais allumer ça. Parler. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, il va vous parler des données sur lesquelles il a été entraîné. Un modèle de langage, du coup, c'est un réseau neuronal qu'on entraîne sur des données. En l'occurrence, dans le cas de GPT, c'est des données textuelles. Et la particularité, c'est le volume en fait, de données qui a été ingéré par ChatGPT, qui est simplement énorme. J'avais fait le calcul pour vous donner une idée. On pourrait caser 27 fois tout Wikipédia en entier, tout le texte de Wikipédia, on pourrait le caser 27 fois. Et ça nous ferait la taille du coup des données qui ont été ingérées par ChatGPT pour son entraînement. Et c'est ça la principale avancée en fait de ce niveau-là. C'est vraiment juste c'est le phénomène de masse qui fait que ChatGPT finit par développer en fait une capacité à reconnaître des patterns dans les syntaxes, dans la syntaxe, dans le lexique, à savoir quel mot est synonyme d'un autre, à savoir comment on construit une phrase et assimiler tout ça. On lui a pas expliqué comme on expliquerait à un enfant comment fonctionne la grammaire. C'est vraiment lui qui a tellement atteint une masse critique de données qu'il est capable d'assimiler la syntaxe de n'importe quelle langue, et même de langage informatique comme du Python, du C++. Pour un peu continuer de montrer les capacités incroyables de ChatGPT.
vais lui demander de me résumer tout ça en 5 bullet points et voir s'il fait un bon travail de synthèse. Ouais. Ouais, donc c'est pas mal. Donc là, il est vraiment en train de saucer GPT-3. Donc, c'est une des dernières versions de la famille de modèles de langage GPT. Le modèle le plus avancé en termes de paramètres. C'est ça qui en fait sa particularité. Et là, je pense que c'est un peu le moment où je pourrais prendre, si quelqu'un a une question, dans la salle ou en ligne d'ailleurs, pour poser à GPT. Non, Isa, tais-toi. Ouais. Est-ce que quelqu'un en ligne a une question à poser à ChatGPT? Sinon, moi, je vais lui demander de faire une chanson. Ouais. Le code source? Donc, tu veux que je lui dise d'écrire le code d'une calculatrice? Okay. Bon, je vais dire en Python. Bon. Ouais. Il faut savoir que ChatGPT a passé des interviews pour des jobs techniques aux États-Unis et a été recruté. Ok. Donc j'ai juste demandé de m'écrire une chanson qui reprend tous les éléments qu'il m'a dit là. Il veut pas. Ah, non, il essaie quand même. Mais je pense que je vais demander d'écrire un refrain aussi. Ok. Oh, c'est pas mal. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, je vais revenir un peu à mon propos si vous voulez bien. C'est juste de faire une première vision de GPT pour un peu montrer que c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une perf technique. Et la question, ça va être de savoir s'il y a des débouchés à cette perf technique. Donc en fait, maintenant qu'on s'est dit ça, moi mon point c'était quoi? C'était juste... Bien Larsen. Ok, donc c'est bon, c'est fini. Mon point, qu'est-ce que c'était? C'était en fait de faire une première intro sur GPT pour un peu montrer l'étendue de sa capacité technique. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir, en fait, déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au fonctionnement de GPT dans la salle? Je pense que c'est le bon moment pour prendre quelques questions, voir si par rapport à la manière dont il fonctionne, par rapport à ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Si jamais il y a des questions, je peux les prendre, c'est le bon moment, avant de rentrer dans le dur du sujet. Ouais, Xavier. Excuse-moi. Bah, en fait, en soi, lui, il est limité au texte. C'est tout ce qu'il connaît. Par contre, on sait qu'il y a d'autres IA qui sont capables de reprendre ce texte et de faire autre chose avec. Par exemple, tu pourrais écrire du texte avec ChatGPT, puis ensuite plugger ça dans une autre IA qui prend du texte, qui en fait des images. Donc tu fais texte à image. Ou bien tu pourrais demander à GPT d'écrire un script d'une vidéo et ensuite d'utiliser quelque chose pour transformer ça en vidéo, vu qu'il y a aussi des IA qui commencent à faire du texte ou vidéo. Donc non, GPT est vraiment spécialisé dans le texte, mais c'est intéressant de se dire qu'à la fin, enfin intéressant, je sais pas si c'est souhaitable, mais tu pourrais dire que tu peux avoir une énorme chaîne d'IA qui partent d'un mot et qui arrive à faire, je sais pas, une pièce de théâtre. Donc c'est juste un exemple comme un autre. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ouais, moi je voulais pas éviter l'effet démo pour ce soir, donc j'ai pris un abonnement. Faut savoir qu'à ce jour c'est gratuit. L'usage de GPT est gratuit, mais ça coûte très très cher à OpenAI. Je crois que c'est genre 100 millions de dollars du mois ou à l'année, je sais plus. Pour le coût des infrastructures qui tournent derrière sur le cloud en fait. Donc c'est une énorme facture que Microsoft envoie à Google très régulièrement, ce qui ne leur plaît pas du tout, étant donné que c'est leur concurrent direct. Donc si aujourd'hui c'est gratuit, ça ne va pas durer très longtemps. Donc en fait aujourd'hui il y a un peu un effet d'opportunité d'aller dessus, mais fort à parier que le pricing change un jour. Et aujourd'hui on n'a pas le détail,
On ne sait pas si ce sera un prix à la requête ou s'il y aura des forfaits mensuels, annuels, s'il y aura des offres on-premise pour des entreprises, un peu comme il y a avec les autres suites logicielles. On n'a vraiment pas de visibilité là-dessus. Ok. Du coup, en ligne, est-ce qu'on a une dernière question peut-être avant que justement tu t'enchaînes sur à quoi ça me sert? Thomas? D'accord, très bien. Du coup, à toi la suite. Ok, donc là, on va arriver à la partie de la présentation qui m'intéresse plus, qui est du coup une exploration que j'ai fait en fait des possibles de GPT. En fait, cette slide vraiment représente, je dirais, ma pensée. C'est un peu le résumé. Exactement. En fait, je pense qu'il y a différents niveaux de maîtrise de GPT qui découlent en fait, qui ont pour conséquence différents usages qu'on va en avoir. Et je pense que tous ces usages sont pertinents et ont lieu d'être. Si on est du coup un jeune padawan de GPT et qu'on s'en sert juste via l'interface de manière assez innocente, en posant des questions comme on le poserait à un être humain et en attendant des réponses, c'est un outil qui est très puissant, je pense, pour apprendre, donc pour s'informer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, par exemple, ou également pour stimuler son imagination, c'est-à-dire que GPT peut vous donner des idées, je sais pas, de cadeaux pour votre tante, par exemple, ou vous donner 10 idées d'une nouvelle manière d'animer une réunion. Donc c'est un vrai générateur d'idées, qui est aussi intéressant. Et enfin, je dirais qu'il y a toute une partie génération de contenu très académique, c'est-à-dire que si vous voulez tricher à l'examen de philo, sans doute que GPT peut avoir 6 ou 7 sur 20 facilement, parce qu'on est sur un contenu très impersonnel, sur lequel GPT est sans doute compétent. Étant donné que c'est une source textuelle qui est présente en nombre sur Internet, je pense que pour rédiger une dissertation, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt du coup cette partie-là. La partie où on pousse un peu plus loin. Le premier niveau, ça consiste à un peu rationaliser la manière dont on pose des questions à GPT. Aujourd'hui, en fait, le fait de poser des questions à la machine, ça devient un vrai skill qui apporte en fait une grande différence à la qualité du résultat qu'on va avoir en sortie. Si je pose n'importe comment ma question parce que j'ai mes biais d'être humain, j'ai ma compréhension d'être humain et je la pose comme je la poserais à un être humain, sans doute que GPT va répondre à côté ou quelque chose qui n'est pas ce à quoi je m'attends. Par contre, si je pose ma question d'une manière très précise et qui va dans le sens de ce que GPT a lu sur Internet, là, j'aurais moyen d'avoir un contenu plus spécifique à moi, à mes besoins, à ce que je suis. Par exemple, il faut savoir que GPT ne me connaît pas, par exemple. Donc, si je veux que GPT me fasse du contenu sur moi, il va falloir que je lui explique qui je suis. Bref. Donc, il y a en fait toute cette phase au milieu de compréhension de comment fonctionne GPT qui est essentielle pour commencer à en tirer quelque chose. Et ce qu'on va commencer à explorer à la fin, quand on va chercher plus du côté obscur, c'est l'idée de vraiment construire des applications sur ChatGPT, d'industrialiser un max, d'automatiser des process, d'avoir du coup du contenu qui est généré systématiquement par GPT dans mon système d'information. Donc c'est plus ça qu'on va voir aujourd'hui, avec une première étape sur le prompt engineering qui est, je pense, la clé aujourd'hui pour faire quelque chose avec ChatGPT. Donc comme je disais, en fait, GPT ne vous connaît pas. GPT, il a lu le web et la littérature connue jusqu'à 2021, le reste, ça ne lui parle pas trop. Donc en fait, il ne me connaît pas, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas Exalt. Ou bien peut-être qu'il pense que Exalt, c'est une boîte qui n'a rien à voir avec notre boîte Exalt. Et j'aime bien ce tweet que j'ai mis sur le côté. Il faut que j'arrête de jouer avec ça. Je reviens en arrière. J'aime bien ce tweet que j'ai mis sur le côté. L'idée qu'en fait, quand tu poses une question à ChatGPT et que cette question est faible, le résultat sera à la hauteur de la question. Quand on lui pose une question, il faut être spécifique, il faut donner des exemples, il faut dire le type d'information qu'on attend à la fin. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut vraiment donner autant d'informations que possible. Là, par exemple, j'ai essayé de me dire, vas-y, je vais demander à ChatGPT de me présenter. Mais vu que ChatGPT ne me connaît pas, il va mettre des informations assez creuses, qui n'ont pas de vrai impact, qui sont finalement pas si intéressantes ni pertinentes. Et la solution à ça, c'est donc le prompt engineering. Le prompt engineering, qu'est-ce que c'est ? C'est pas moi qui l'invente, en fait, c'est quelque chose vraiment qui a été créé par OpenAI et qui désigne l'art et la manière de construire un prompt. Un prompt, ça ressemble à ça. En gros, c'est la question que je vais envoyer à GPT. Donc là, par exemple, je commence par lui expliquer ce qu'est Exalt, en lui donnant 2-3 exemples.
enfin un peu de contexte, et ensuite je vais demander de me donner des mots-clés pour m'aider, je sais pas, dans le SEO du site de Exalt. Ça, c'est un prompt. Et on remarque que dans le prompt, en fait, il y a deux phases importantes, deux parties. D'une part, le contexte que je mets en haut, qui en gros, je donne des informations à GPT sur des choses que GPT ne connaît pas, à savoir Exalt. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Et ensuite, des instructions. L'instruction, c'est là que je vais définir le contenu que j'espère en tirer. Et donc, le prompt engineering, c'est en fait, c'est l'art et la manière de construire cette question. C'est essentiel si je veux en tirer quelque chose. Par exemple, là, j'ai eu l'idée d'explorer l'objectif qui est de dire est-ce que j'ai moyen d'utiliser GPT pour faire le résumé des compétences techniques d'un ou d'une consultante pour un client. Du coup, typiquement, dans le prompt, je me dirais que le contexte, ça peut être le contenu du CV, parce que le CV contient en fait toutes les informations, a priori, que GPT a besoin pour me présenter à un client. Et ensuite des instructions où je définis clairement ce que je veux que GPT produise. Je lui dis, voilà, fais-moi un texte sur la dernière expérience pro du candidat, présente-moi succinctement ses compétences techniques, etc. Et donc, en fait, pour construire ce prompt, c'est un process qui ressemble un peu à ça. J'extrais le contexte, si possible, d'un document, je sais pas, d'un site web, d'une ressource qui existe. Je vais construire un prompt en la concaténant à un jeu d'instructions. Et enfin, j'envoie tout à l'API OpenAI, qui me permet du coup d'interagir avec GPT. En fait, si je fais ça, par exemple, là j'ai essayé de le faire, je dis à GPT, considère le CV ci-dessous. Et là, j'ai mis un CTRL-C, CTRL-V de mon CV, qui est du coup un globi-boulga d'informations qui semblerait pas très intéressant, on va dire, pour un être humain. Enfin, moi, j'y comprends rien. Et je lui dis en dessous, écris-moi les éléments suivants. Et là, je fais une liste de ce que je veux avoir dans ma présentation. Et le contenu que GPT me génère n'est pas parfait, on va dire, du premier coup. C'est probablement plutôt que mon jeu d'instructions est en défaut et que j'aurais pu mettre des phrases plus précises. Mais on est quand même sur un stade où GPT est capable de parler de choses dans mon parcours qui ont vraiment eu lieu, de compétences que j'ai vraiment. Et donc est capable, du coup, n'est plus comme sur le premier exemple que je vous ai montré, il est plus dans l'imagination et dans le fait d'inventer des choses. Là, il parle de choses concrètes. En fait, là où ça m'intéresse, c'est que ce process, il se prête très bien à être automatisé, à être scripté dans du code et automatisé. En fait, chaque étape de ce pipeline, pour moi, c'est une fonction de code. Et du coup, c'est assez facile à coder. Moi, je l'ai fait, j'ai pris une demi-soirée pour développer cette application qui permet de vous rappeler que je ne suis pas designer, mais que par contre, l'application fait le travail, à savoir qu'en haut, je peux uploader un PDF. Donc là, vous voyez, c'est mon CV. Ensuite, là, j'ai un bouton qui me permet d'extraire tout le texte de mon CV et de créer un prompt avec. Et ici, j'ai une zone dans laquelle il y a la réponse de GPT qui, du coup, fait le résumé de mon CV tel que je lui ai envoyé. Donc, en fait, moi, ce que je veux montrer, c'est que tout ce process de construction d'une question pour envoyer à GPT, c'est complètement faisable dans du code. En fait, on peut faire une application qui va s'occuper de sourcer le contenu, de construire un prompt, de l'envoyer. Et ça fait qu'en fait, je peux créer une machine comme ça, qui en input prend un CV et en output fait le résumé du CV. C'est une machine parmi d'autres, hein. On pourrait imaginer à plein d'autres cas d'usage, mais c'en est un. On peut comme ça en fait rationaliser l'usage qu'on a de ChatGPT. Donc, en fait, le point de cette partie, c'est quoi? C'est d'insister d'une part sur l'importance de la question qu'on va poser à ChatGPT. C'est elle qui définit la qualité du contenu qu'on va recevoir en output. Le fait que construire ce prompt, ce n'est vraiment pas quelque chose de trivial. En fait, on peut faire beaucoup d'erreurs si on ne fait pas attention ou si on ne sait pas comment lui parler. Et que si on est dans une démarche d'utiliser ChatGPT pour générer du contenu, c'est sans doute qu'on a à cœur l'efficacité, qu'on veut automatiser un process, qu'on veut faire quelque chose par du code, qu'on pourrait le faire manuellement pour gagner du temps. Et en fait, quand on se met dans cette démarche, la suite logique, c'est du coup de passer par du code et plutôt que de faire tout ça à la main, de le faire via une application. Ce qui est intéressant, c'est que GPT, c'est l'IA la plus généraliste du monde, qui est capable de tout faire de manière médiocre. Mais en systématisant le prompt engineering, on peut la rendre experte sur un domaine précis. On part d'une application qui fait du contenu moyen sur tout, et je la spécialise pour la rendre experte d'un domaine. Un domaine et un seul. Ensuite,
Là, on va s'approcher un peu plus du côté obscur de GPT, où maintenant qu'on a vu qu'on peut générer un contenu qui est intéressant, est-ce que c'est un contenu qui peut servir dans le cadre d'un business? Si par exemple, je vais montrer cette machine que j'ai construite et je la propose à Julien Crosetti, qui est commercial à Exalt IT, et je lui propose de servir de ça tout simplement dans le cadre de ses mails à ses clients, de servir de ChatGPT quand il veut présenter un candidat à un client, plutôt que de présenter le candidat lui-même, laisser les manettes à GPT. Bah, Julien, il va pas forcément être très chaud tout de suite, il va sans doute me dire quelque chose du genre, bah, ok, pourquoi pas, mais il faut que le contenu soit de qualité en gros. Il faut que les infos qui soient dans ton mail ne soient pas à côté de la plaque, il ne faut pas que ça fasse trop message généré automatiquement parce que personne n'aime se faire spammer par des bots, et il faut que ce soit en plus de ça raccord avec la relation que j'ai avec mon client. Des choses qui sont pour le reste, qui se reçoivent parfaitement. Et du coup, en fait, il y a la question de savoir, en fait, il faut implémenter du feedback. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé ma machine qui résume des CV, comment j'évalue la pertinence de ce qu'elle me produit, en fait, et le fait que du coup, ce que j'ai fait ait de la valeur. Bah, une première piste, c'est de demander aux utilisateurs de la machine, de leur demander, bah, ok, ce résumé que GPT t'a fait, t'en penses quoi? C'est OK ou c'est pas OK? Est-ce que tu peux l'envoyer à un client comme ça sans réfléchir? Julien, par ailleurs, c'est lui qui va se servir. Donc, en fait, il sait ce dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'avoir un contenu qui est correct à 100%, qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, que vraiment, s'il a prévu d'envoyer des mails avec GPT, le contenu doit être parfait. Peut-être au contraire qu'il peut se satisfaire d'un contenu qui est satisfaisant à 70-80%, en mode, j'utilise GPT pour me faire une première ébauche, et ensuite, c'est moi qui vais aller changer 2-3 phrases par-ci, par-là, pour avoir quelque chose de satisfaisant. Donc, en fait, c'est primordial d'intégrer Julien au process de feedback. Mais à côté de ça, d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est pour reprendre mon application, c'est ce que j'avais fait en bas, là, j'avais fait un petit formulaire dans l'idée toujours de donner du feedback pour que je sache si mon application performe. Mais ce n'est pas tout. À côté de ça, on peut également imaginer avoir du feedback automatique, plus un bête et méchant, j'ai envie de dire, des métriques. Savoir si j'envoie un mail avec ChatGPT, est-ce que j'ai une réponse? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a reçu le mail a jugé utile de répondre? Si oui, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est des informations intéressantes. Et là, je n'ai pas besoin de l'avis de Julien. Là, j'ai juste besoin de regarder s'il y a une réponse sur le mail, c'est automatisable et ça ne prend pas de temps à Julien. Et ça me permet de savoir l'efficacité en fait, de ce que j'ai fait. Je peux également chercher la présence de quelques mots-clés que j'attends d'avoir dans la réponse de GPT. Ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a aussi l'idée que maintenant que j'ai fait ma machine qui me génère du texte, je pourrais peut-être me faire une machine qui note ma machine, qui donne du feedback à ma première machine. Donc c'est là où on arrive dans la partie un peu obscure. L'idée que je pourrais par exemple regarder si le texte qui sort là, est-ce qu'il se fait détecter comme étant un texte généré par une IA? Aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a un nouveau besoin qui arrive, c'est le fait de savoir détecter un texte fait par une IA, typiquement pour les examens où les gens trichent avec des IA. Et du coup, en fait, il y a un petit jeu du chat et de la souris qui serait intéressant de faire entre ce genre de machines qui sont des machines à générer du contenu qui veut se faire passer pour humain, et d'autre côté, du coup, les applications qui détectent les IA textuelles, qui vont être amenées à se développer en fait. Et donc en fait, je peux me dire, le texte que je génère là, je vais regarder ce qui passe le test de l'IA, et par ailleurs, je peux faire toutes sortes de tests pour voir. Le score de lisibilité, c'est quelque chose qui dit en gros la richesse syntaxique, le fait qu'il n'y ait pas des mots qui se répètent trop souvent. En fait, on a des métriques objectives qui permettent de qualifier la qualité du texte produit. Le point de tout ça, c'est quoi? Du coup, c'est comme j'ai dit, en fait, l'idée d'avoir une stack en deux systèmes. Le système qui va générer le contenu et un système qui permet de faire du feedback et qui permet en fait de me faire évoluer mon modèle dans le bon sens, plutôt que de le faire évoluer au doigt mouillé. Comme ça, j'ai un feedback qui permet de me dire, peut-être que là, la tournure de phrase de ton modèle, elles sont un peu trop familières, par exemple. Ok, il faut que je change quelque chose dans mon jeu d'instructions pour que ce soit un peu moins familier. C'est qu'un exemple. Donc ça permet d'ajuster le modèle. Et en fait, l'étape suivante, c'est quoi? Que là, accrochez-vous. C'est l'idée qu'on peut avoir plusieurs versions de ma machine qui tournent en parallèle, qui ont toutes leur logique, leur manière d'extraire le texte. Peut-être qu'il y en a certaines qui font un peu de data cleaning, peut-être qu'il y en a certaines qui vont un peu modifier les données pour mettre de côté les données qui ne sont pas pertinentes. Elles vont toutes avoir leur jeu d'instructions différent. Et en fait, si je les fais toutes tourner en parallèle et que j'ai une source centrale de feedback pour toutes ces versions, au fur et à mesure du temps, je peux voir s'il y en a une qui finit par surperformer par rapport aux autres. Par exemple, si je vois que la version C
fait en moyenne un contenu bien meilleur que la version A et B, bah, je vais me dire, OK, je prends la version C, version A et B de côté. Et enfin, là, j'ai fait 3 versions, mais on pourrait imaginer en avoir 20, 30, 40, jusqu'à avoir la version suprême qui produit le meilleur contenu. Le point de tout ça, c'est quoi? C'est de dire que en fait, GPT, c'est une boîte noire. Je lui donne des instructions, elle me donne du texte. Et sans doute que ça va pas être bon du premier coup. Sans doute que si je prends GPT et que je pose une question, elle sera à côté de la plaque. Donc ça va se faire sur plusieurs itérations. Au fur et à mesure du temps, je serai capable de faire un prompt engineering qui répond parfaitement aux besoins. Mais pour faire ça, il me faut du feedback. Le feedback, c'est à la fois les humains qui le donnent, parce que on le fait quand même pour Julien, donc c'est important que ça convienne à Julien. Mais il y a aussi moyen de faire des feedbacks automatiques en récoltant des métriques d'efficacité qui permettent de faire évoluer mon système dans le bon sens et pas au doigt mouillé. Pour finir, ce sera la fin de mon propos. Là, ce que je vous ai décrit, du coup, c'est une application en fait sur laquelle Julien est input et output. C'est vraiment centré sur l'utilisateur. C'est lui qui va ouvrir l'application, mettre son PDF, l'activer. Mais en fait, ça pourrait complètement... peut-être que Julien n'aurait même pas besoin d'activer ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être automatisé, intégré au SI de l'entreprise, intégré aux ERP, au CRM, à ce que tu veux. Par exemple, donc là, c'est Boon Manager, typiquement. C'est une plateforme du coup pour gérer typiquement les candidats, les ressources. On voit qu'ici en bas, on a un PDF. Un PDF, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une machine qui transforme les PDF en résumé. Du coup, par exemple, on pourrait avoir l'idée que quand je vois un PDF là, je le rentre dans ma machine, ça me génère un résumé. Le résumé, je vais le stocker là. Et ça fait que là, je vois que c'est Cédric qui est responsable de cette personne. Si Cédric, demain, est malade, et que quelqu'un d'autre doit le backup pour présenter ce candidat à un client, cette personne a un résumé disponible qui lui permet de reprendre le dossier facilement. Ce process-là, en fait, est complètement automatisable. L'idée, c'est qu'à terme, on peut imaginer avoir un job en background qui repère l'upload d'un CV, qui l'envoie dans la machine et qui stocke un résumé fait ici. Et donc en fait, en faisant ça, j'ai un job qui est complètement automatique. Je ne vais pas me poser la question de savoir si mes utilisateurs l'utilisent ou non. En fait, j'ai juste quelque chose qui va créer de la valeur automatiquement, qui va créer un contenu sans que j'ai besoin de l'activer. Et là, aujourd'hui, je vous ai montré pour résumer un CV, mais on peut imaginer en fait une tonne d'usages. On pourrait faire à peu près la même chose pour écrire un dossier de compétences, ou par exemple pour commenter une base de code, ça peut intéresser mes collègues développeurs. Par exemple, en se connectant à GitLab, en ayant un prompt engineering qui est du coup pertinent vis-à-vis du code, et en utilisant je sais pas, par exemple, les merge requests ou du ESLint pour faire l'amélioration continue. En fait, tant qu'on a ces 3 piliers, d'avoir un contexte qu'on peut créer depuis un référentiel, un prompt engineering adapté aux besoins et des mécanismes d'amélioration continue qui me permettent de faire évoluer mon modèle dans le sens que j'ai besoin, tout est possible en fait. On peut imaginer décliner ça sur une tonne de use case. C'est ça que je trouve intéressant aussi. L'idée qu'on prenne OpenAI, l'IA la plus généraliste qui existe, je la spécialise à fond dans un domaine qui répond aux besoins précis d'une communauté. Et aujourd'hui, en fait, cette démarche de développement, c'est quelque chose de plutôt interne, on va dire. C'est-à-dire qu'en interne, on va faire du tooling pour répondre à un besoin qu'on a. Et moi, ce que je pense, c'est plus mon avis personnel, c'est qu'en fait, demain, il pourrait y avoir des boîtes qui, en fait, développent leurs solutions qui fait exactement ça. Développent des solutions qui sont un peu en intermédiaire, en middleman, entre OpenAI, l'IA généraliste, et les consommateurs. On pourrait avoir ça en fait dans tous les domaines. On pourrait l'idée d'avoir à gauche des IA généralistes, au milieu des entreprises qui viennent spécialiser ces IA dans un domaine comme l'éducation, comme la prospection, comme l'aide à la vente, comme le copywriting par exemple, et qui vont du coup adresser les besoins d'une communauté, aux besoins des différentes communautés. Donc voilà, c'est mon point. Si je peux finir par, pour tempérer cette vision, pour ces entreprises intermédiaires, sur lesquelles pour moi aujourd'hui il y a une opportunité, il y a l'idée que ça les rend quand même dépendantes du modèle de langage fourni par OpenAI et Google. Il y a des questions de RGPD qui sont importantes à traiter. On ne peut pas envoyer n'importe quelle donnée dans les machines américaines. Et enfin, côté client, il y a l'idée qu'il faut avoir une cohérence avec la stratégie de communication, marketing de la boîte par ailleurs. Par exemple, si je vends ma boîte comme étant une boîte proche de ses consommateurs et dans le travail manuel et la relation client authentique, ça peut la foutre un peu mal d'utiliser ce genre de solution.
Mais sur ce, c'est la fin de cette présentation. Du coup, merci à tous d'avoir suivi. Merci. Et si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre. Excusez-moi, du coup, on commence avec une en ligne. Merci Florian pour cette question qui demandait est-ce que ChatGPT, il sait dire je ne sais pas? Mais c'est la plus difficile, t'inquiète. 1, 2, 1, 2, ouais. Du coup, pour répondre à ça, moi, je pense qu'en gros, c'est un cas d'usage qui a été prévu par les gens OpenAI, et si tu lui demandes « je sais pas », il va répondre quelque chose du genre « ah, je suis un modèle de langage ». Donc en fait, je pense que la question n'a pas vraiment de sens pour lui. Donc c'est pas un être humain. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été prévu comme réponse automatique au cas où quelqu'un lui demande est-ce que tu sais dire « je sais pas ». Mais par contre, s'il y a des moments où il y a des ambiguïtés sur la question, tu poses je fais une question mais c'est pas très clair ce que tu veux dire, ou que donc une question qui n'a pas de sens, il y a moins qui se disent « excuse-moi, je n'ai pas compris ». C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? En fait, moi j'ai 3 questions en une. C'est par rapport à la version 3. J'ai cru comprendre que la version 3 se calait sur une base documentaire énorme, mais qui restait fermée quelque part, et donc, comme tu disais tout à l'heure, qui est alimentée en permanence, et que la version 4 serait une version qui potentiellement irait directement chercher un accès sur Internet. Donc ça, c'est la base de ma première question. La deuxième, c'est donc, est-ce que c'est vrai? Si oui, est-ce qu'on a une idée de quand? Et est-ce que ça lie cette notion de commencer à monétiser la chose? Parce que du coup, on décuple encore le service. Je vais te répondre rapidement, vu qu'il y a Tanguy et Guillaume qui passent après. Donc je pense que c'est des questions aussi qui s'inscrivent plus mieux dans leur présentation que dans la mienne. Mais oui, à part ça, tu as raison. L'idée, là, on est stoppé à 2021 pour des raisons techniques. Mais dans le futur, en effet, l'IA veut être alimentée en permanence avec le contenu qui s'est passé la veille. Et c'est un peu ça la promesse de GPT-4, en plus également d'avoir des données en quantité encore plus importante. Le problème, c'est qu'en fait, on va bientôt avoir épuisé le web. On aura bientôt tout lu. Donc on aura un petit problème pour passer à la suite. Il va falloir commencer à générer du contenu, il va falloir trouver une solution. Parce que là, on arrive au bout du web lisible. Donc on va avoir un sujet là-dessus. Thomas me fait signe dans l'oreillette qu'il y a une question en ligne. Alors, la question, c'est justement cette version 4, que va-t-elle contenir? Du coup, c'est à peu près ce que je viens de dire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de roadmap officiel. En gros, ce sera la même chose, mais en mieux. Ils ne vont pas révolutionner le modèle, ils vont juste continuer d'augmenter le volume de données et augmenter le nombre de paramètres et essayer que ça scale les performances. Il y a des gens qui disent que ça va plafonner parce que du coup, c'est un système qui n'a pas non plus une intelligence énorme et que ça va être limité sur certaines tâches précises. Moi, ce que j'attends, c'est de voir à quel point ça va être performant du coup pour traiter les questions où on fournit du contexte. Aujourd'hui, on est un peu limité sur le contexte qu'on peut envoyer à ChatGPT, c'est-à-dire que la question a une taille maximale. Donc, il y a une limitation aujourd'hui sur, on appelle ça nombre de tokens, sur la taille de la question. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est ça la vraie limitation qu'on a quand on parle avec ChatGPT. En fait, c'est ce qui fait qu'on ne pourrait pas écrire un livre aujourd'hui, parce qu'en fait, au moment où l'IA finirait le livre, elle aurait oublié le début. Elle n'a pas la taille qu'il faut pour enregistrer tout le livre. Donc en fait, on aurait un récit complètement incohérent. Et tant qu'on est sous les 100 lignes, elle est bien. Et si tu enchaînes les questions, Nico? Du coup, tu perds du temps. À chaque fois, il faut lui rappeler le contexte de l'épisode différent. C'est un peu comme dans Naruto, tu vois. Faudrait à chaque fois dire dans le dernier épisode, il s'est passé ça, donc maintenant, fais la suite. Donc ce serait un peu compliqué. Merci Victor en tout cas pour toutes ces précisions et cette présentation. Merci à vous. Bravo.